La CPME Guadeloupe est un des organismes patronaux reconnus par l'État et donc la CPME Guadeloupe intervient dans les conseils d'administration des grandes administrations, la Sécurité sociale, la CAF, la CGRR, etc. pour faire entendre la voix des chefs des petites entreprises. Le sujet démarre au fait qu'on apprend complètement par hasard et pas par les personnes directement qu'il y a un projet pour une évolution statutaire pour passer de l'article 73 à l'article 74 et on peut développer pour savoir ce qu'est l'article 73, ce qu'est l'article 74 sans qu'il n'y ait eu concertation du monde économique. Et quand je dis le monde économique, c'est tout le monde économique. J'affirme ici et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, que la CPME ait été jamais une seule fois consultée sur ce thème. Il n'y a jamais eu de convocation de la CPME à aucune discussion sur ce thème. Jamais, je l'affirme. On apprend complètement par hasard que des discussions ont été menées entre soi, je suis obligé de dire entre soi, qu'un rapport épais comme ça est rendu et que la conclusion de ce rapport, on doit aller à l'article 74. Et on apprend par des indiscrétions qu'il n'y a pas de projet économique dans ce rapport. Donc, toutes les conditions sont remplies pour qu'on dise non à ce rapport. D'abord parce qu'on n'a pas été consulté. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de projet économique chiffré dans ce rapport. Et troisièmement, parce que surtout, il semblerait que les auteurs, les commanditaires de ce rapport aient envie d'un changement statutaire, mais sans passer par le peuple. Le sujet n'est pas sur la table. Le sujet est dans les chaumières. C'est pas exactement la même chose. On a le droit dans la rue de discuter de ce qu'on veut. À un moment donné, il faut acter. Il faut prendre la décision qui impulse le projet, quelles sont les personnes qui sont consultées, quels sont les avis de ces personnes et quelle est la conclusion. On n'a jamais participé à ça. J'insiste, la CPME n'a jamais participé à ce projet. Là, il ne s'agit pas de statut. Là, la fusion de départements et régions, on peut rester dans l'article 73 et fusionner les deux assemblées. Le principe serait de dire qu'il y a trop de strates administratives, qu'il y a trop de fonctionnaires et qu'on ferait des économies et on saurait qui fait quoi en fusionnant les deux assemblées. Pour être clair, mettons ça à l'échelle nationale. Estimons qu'il y a trop de députés et de sénateurs. Et pourquoi on ne fusionnerait pas l'Assemblée nationale et le Sénat ? C'est bizarre, hein? Personne n'en parle de ça. Qu'on ne supprimerait pas une des deux assemblées et puis on se dit mais ça sert à rien. Ça sert à rien quand le pays va dans un seul sens et que l'Assemblée nationale, qui vote les lois par exemple, va dans le sens du pays. Ça sert à rien, le Sénat. Longtemps, on a dit, mais à quoi sert cet établissement ? Et puis un jour, l'Assemblée nationale et le gouvernement ne sont pas en phase. Il n'y a pas de majorité claire et on voit bien l'importance du Sénat qui de par son positionnement, joue le rôle d'arbitre. Or, aujourd'hui, très clairement, regardons l'état des lieux. Ce n'est un mystère pour personne que la tête des exécutifs, ne vont pas dans la même direction. Peu importe qui pense quoi de cela, mais ils ne vont pas dans la même direction. Et heureusement qu'il y ait un contre-pouvoir à ce pouvoir. Ça, c'est sur l'aspect pouvoir. Donc, nous sommes plutôt favorables à ce qu'il y ait toujours pouvoir et contre-pouvoir. Après, ces personnes nous disent, mais ça permettrait que le citoyen lambda sache clairement qui fait quoi. Quel est l'intérêt pour le citoyen lambda de savoir que le conseil régional arrange les routes nationales, que le conseil départemental arrange les routes départementales? Mais on s'en moque. Moi, en tant qu'automobiliste, je veux que la route soit arrangée. Chacun sait qui sont les prérogatives des uns et des autres. C'est très simple quand on dit... Et on peut très bien rester sur deux assemblées et dire, écoutez, les routes, c'est exclusivement le conseil régional, la santé, c'est exclusivement le conseil départemental, point trait. On dit la solidarité, la santé, l'enfance, l'éducation, etc., c'est le conseil départemental, l'économie, les routes, etc., c'est le conseil régional. Et c'est très clair. Un des arguments qui est également donné, c'est de dire mais il y aura moins de fonctionnaires. Mais c'est très populaire par les temps qui courent de dire il y a trop de fonctionnaires, ils sont payés trop cher, ils foutent rien, ils travaillent pas, etc., etc.
Peut-être, mais c'est un peu comme si on disait tous les patrons sont des voleurs. J'ai pas de regard, abaissant du fonctionnaire. Le problème, c'est est-ce que les gens qui sont à cette place-là font leur travail? Moi, j'ai du mal à croire que quand on va faire la fusion des deux assemblées, que ça va se traduire par une hausse de productivité. J'ai du mal à y croire, parce que ça voudrait dire que les fonctionnaires aujourd'hui à leur poste ne font rien. Ils ne font strictement rien. Comment peut-on imaginer qu'en 35 heures, on fera 2 fois plus de travail qu'on en faisait aujourd'hui? Le 73, c'est quoi? Le 73, c'est que nous sommes dans le droit commun. C'est-à-dire que toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont appliquées automatiquement chez nous. La solidarité nationale s'applique immédiatement. C'est-à-dire que, pour être très clair, donnons un exemple simple. Aujourd'hui, les transferts sociaux de la sécurité sociale, c'est un déficit pour la Guadeloupe de 1 milliard entre les recettes et les dépenses. C'est-à-dire que la sécurité sociale de Guadeloupe engrange 1 milliard de recettes de moins que ce qu'elle dépense. Eh bien, si vous n'êtes plus dans le 73, vous vous débrouillez avec vos prestations. Vous n'êtes plus sous la solidarité nationale. Alors, quand je dis ça, souvent on me dit, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rester des assistés. D'abord, je ne pense pas qu'on soit des assistés, mais il y a une vraie réalité. Il y a une pauvreté et il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin de ces prestations sociales. Et donc, ces prestations, qui va les verser? Ou alors, la future Assemblée au 74 dira, eh bien, on va augmenter très sensiblement les impôts, parce mais il faut couvrir ce milliard, mais uniquement pour ça, il y a autre chose. Ou alors, on va baisser très sensiblement les prestations. Il faut être clair. En tant que chef d'entreprise, j'aurais souhaité qu'il y ait 100% d'emploi. Mais ça ne se décrète pas, 100% d'emploi. J'aurais souhaité qu'il n'y ait pas des gens qui passent leur temps à France Travail, à chercher du travail, et que malgré qu'il y a autant de recherche d'emploi, il y a autant de postes qui ne sont pas pourvus. Si on applique le principe de dire, il y a un poste et il y a un demandeur d'emploi, on n'a qu'à le mettre là, point trait, il n'y a plus de prestations sociales. Donc, c'est pas ça que je dis. C'est pour ça que je dis, attention, il y a un vrai besoin en prestations sociales. C'est pas de faire peur aux gens, c'est juste de dire aux gens, demain, c'est plus ça. Mais il n'y a pas que ça. Un cyclone passe, on fait quoi? Regardez ce qui s'est passé à Mayotte. Ils ont voté une aide, mais c'est un emprunt à l'État. C'est pas du tout la solidarité nationale. Quand Hugo passe en Guadeloupe, on ne demande pas à l'État de nous prêter de l'argent. L'État fait le job, parce qu'on est département comme ceux qui sont actuellement sous l'eau en France. Donc voilà ce que le 73 fait, voilà ce que le 74 fait. Sauf que la proposition de changement pour passer au 74 ne s'accompagne pas à ce jour d'un projet économique qui dirait clairement, voici les dépenses, voici les recettes et voici comment nous allons combler les dépenses. Nous allons augmenter les impôts, nous allons faire baisser les taxes. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. C'est aussi simple que ça. Regarde aujourd'hui, le consommateur a réduit sa consommation, pas seulement à cause de l'inflation. Il a réduit sa consommation parce qu'il a peur de demain. Donc il épargne, il n'achète pas, etc. C'est valable pour tous les secteurs de l'économie. Si demain matin, nous sommes plus régis par le droit commun, nous savons qu'il y aura moins d'argent en circulation. Donc, un chef d'entreprise va-t-il investir pour rénover son entreprise, pour créer une entreprise, pour créer de l'emploi, quand il ne sait absolument pas à quelle sauce il va être mangé? On est au fait de la réalité. On sait exactement ce qu'on dépense, ce qu'on achète, là où on a des manques, etc. Je vous donne un exemple simple. Il me semble que c'est une compétence extrêmement locale, la gestion de l'eau. C'est les maires, les communautés d'agglo, etc. Est-ce qu'on peut reprendre juste le déficit durant les 20 dernières années de la compétence locale? Vous voyez à quel point on en est aujourd'hui. On ne sait même pas où se trouvent les tuyaux qu'on doit arranger. Avec le 73, la possibilité d'aller négocier norme par norme ce qu'on ne veut pas. Aucun politique ne l'a fait à ce jour. Pourquoi changer de 74? Aujourd'hui, avec le 73, en restant dans le droit commun, on a la possibilité d'aller tout négocier avec l'État, tout sans exception. Je ne dis pas qu'on aura tout accepté, mais on peut tout négocier. Jamais une seule fois ça a été fait. Pourquoi veut-on sortir du droit commun et d'une certaine sécurité
pour cela. En définition, un chef d'entreprise, c'est un aventurier, il se lance dans une aventure, mais au moins il sait ce que ça va lui coûter potentiellement et ce qu'il pense que ça va lui rapporter. Dans ce projet aujourd'hui, dont on ne sait même pas qui est le commanditaire, parce que ça vaut quand même le coup de se poser cette question, il semblerait que le commanditaire ait été un individu guadeloupéen. Mais depuis quand les individus guadeloupéens lancent des projets à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont en fin de compte payés par la collectivité? Enfin, tout ça est très bizarre. On nous dit, on va d'abord passer au 74 et puis après, on verra ce qu'on met dedans. Soyons sérieux. Le mot de la fin, j'espère que c'est pas la fin, mais j'espère vraiment que les Guadeloupéens prendront conscience du fait qu'ils doivent être acteurs de leur vie. Acteurs de leur vie, ça veut pas dire je veux que rien ne change, ça veut pas dire que tout change. Ça veut dire je dois m'informer sur ce qui va changer. Si je reste dans cette situation, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que je peux faire évoluer? Si je vais vers un autre statut, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne? Il faut s'intéresser à la chose publique parce qu'il en va de l'avenir des Guadeloupéens. Et nous, à la CPME, on dit, j'ai eu ce fameux slogan le 25 juillet au congrès à la région, j'ai dit jamais sans le peuple. J'insiste, jamais sans le peuple.